Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de Bitcoin, on va parler d'Ethereum, Litecoin, ADA, UTK aussi vite fait. Je vais parler de ce trade que j'ai pris sur Quantum, qui pour le moment se passe pas super bien, mais je vais en parler quand même parce que c'est juste histoire de faire un peu de suivi. Je vais également parler vite fait, je crois qu'il y avait quelqu'un qui m'a demandé dans les commentaires de parler de Aion, donc je vais le faire. Puis je vais parler de DOT, qui a une configuration que je trouve assez intéressante, et parler de Eve, notamment parce que, enfin, je vais expliquer pourquoi je vais parler de Eve. Ave, je sais pas du tout comment est-ce qu'on prononce ce truc, c'est pas important. Alors pour le petit sujet d'aujourd'hui, la chose dont je voulais parler, c'était EIP 1559. Alors je sais pas si parmi vous, vous savez ce que c'est. Tous ceux qui savent ce que c'est peuvent déjà passer à la suite. Et pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est marrant parce que j'ai pas encore trouvé d'informations dans le YouTube français. Alors peut-être que j'ai pas bien cherché, donc ce serait totalement ma faute, c'est tout à fait possible. Mais pour ceux qui se posent la question de savoir ce que c'est EIP 1559, eh ben, je vais essayer d'en parler rapidement. Et aussi dans la limite de mes capacités, parce qu'il y a des choses que j'ai pas encore très bien compris, à savoir comment est-ce que EIP 1559 s'insère dans dans Ethereum 2.0, comment est-ce que cela fonctionnera une fois qu'on passera au modèle Proof of Stake total sur Ethereum. Donc j'ai quand même pas mal de choses qui me sont pas encore très claires personnellement, donc ce que je vais essayer de faire en fait, c'est vraiment faire une vulgarisation en quelques phrases, histoire de vous apporter un peu de valeur, et ce sera à vous éventuellement de continuer à chercher si vous voulez en savoir plus. Mais ce que je trouve intéressant surtout, c'est de savoir qu'il va y avoir un changement dans la gestion des frais, dans la structure des frais d'Ethereum, et c'est ça qui est surtout important à savoir. Donc EIP, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Ethereum Implementation Proposal, voilà, avec le petit accent en anglais, et ça veut dire en gros que tout ce qui concerne en fait les frais à partir d'Ethereum, enfin les frais de transaction d'Ethereum vont changer. C'est à savoir que maintenant Ethereum, ça a la manière dont vous payez vos frais en fait, c'est que il y a j'ai oublié comment est-ce qu'ils appelaient ça. J'aurais dû prendre des notes, je suis désolé, mais en gros c'est plus on paye de frais, plus on a de chances en fait d'avoir la transaction effectuée rapidement, parce que les mineurs sont incentivized, donc ont une préférence en fait à recevoir les frais les plus élevés, parce qu'en fait eux ils sont payés sur ces frais, et c'est ce qui fait que justement dernièrement, avec tout ce qui est folie DeFi, moins NFT mais NFT quand même, et ben surtout DeFi en fait, les mineurs sur Ethereum ont fait plus d'argent avec les frais qu'avec les blocs d'Ethereum qu'ils ont créés. Donc ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel, mais donc tout ça, ça crée que les frais sur Ethereum lorsqu'on a une transaction à faire sont juste énormes. Donc dernièrement j'ai essayé de minter un NFT juste pour le fun, et quand j'ai vu que ça coûtait 150$, je me suis dit est-ce que j'ai envie de mettre 150$ dans un truc que de 1 personne va acheter, et de 2 que même moi pour 150$ je suis pas sûr de vouloir l'acheter. Je me suis dit bah non, ça sert à rien. Donc à ce niveau là c'est clair que ça fait de quoi réfléchir. Et ce qui est surtout étrange, c'est que d'après ce que j'ai lu, malgré ce changement de structure de frais, eh ben, les frais sur Ethereum vont baisser un peu, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que ça va surtout baisser à partir du moment où il y a des grosses périodes de folie, telles qu'il y a eu durant les mois précédents, en fait, sur tout ce qui était DeFi, où les gens, à savoir tous ceux qui avaient énormément de capital, étaient capables de payer des frais de gaz qui étaient vraiment très conséquents. Donc la manière dont fonctionne la structure actuelle du modèle d'Ethereum, c'est que, comme je l'ai expliqué, c'est plus on paye de frais, plus on a de chances en fait, plus on a une plus grande probabilité d'avoir la transaction qui est effectuée. Ceci dit, il y a deux problèmes à ça. Le premier, c'est que c'est ceux qui ont le plus, qui sont capables de payer le plus d'argent pour leurs transactions qui sont bien sûr effectuées en premier. Les autres peuvent attendre parfois des heures, si pas des jours. Et le deuxième problème, en fait, c'est que parfois, même quand le réseau n'est pas, on va dire, n'est pas saturé,
eh ben, il y a une inéquité au niveau du paiement des frais. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout quel est le nombre de frais qu'il faut payer pour que la transaction se fasse plus ou moins rapidement. C'est-à-dire qu'on a des estimations, mais il faut savoir que parfois au sein du même bloc, il y a des gens qui payent, on va dire, mettons, je sais pas, qui payent, on va mettre ça en USD, histoire d'être clair et pas parler en Gwei, pas parler en gas. C'est que parfois il y a des gens qui payent 100 $ de gaz et la personne à côté qui a juste payé 10 $ de gaz, eh ben, en fait, se retrouve dans le même bloc et finalement avoir sa transaction approuvée. Ce qui fait qu'il y a une personne, en se disant voilà, moi j'ai envie d'être transactionné aussi rapidement que possible, va payer 10 fois le prix d'une autre personne alors qu'ils sont insérés au sein du même bloc. Et ça crée une espèce d'imbalance qui est, on va dire, pas super, enfin qui est pas génial parce qu'on va dire qu'il y a un certain manque de transparence. Le nouveau modèle, ça considérera à payer un frais de base. Donc ce frais de base, il sera variable et en fonction de la vitesse à laquelle vous voulez que votre transaction elle se fasse, eh ben, il sera plus ou moins élevé. Mais c'est au moins clair parce que le frais de base, il sera là, il sera tout simplement comme ça. Il ne changera pas. Contrairement à aujourd'hui, lorsqu'on veut faire une transaction, en fait, les frais sont très peu clairs, on ne sait pas combien ce qu'il faut mettre éventuellement. Bah, là, il y a un frais de base qui est clair et il y a une deuxième chose qu'on peut faire, en fait, c'est payer un pourboire j'allais dire au tipeur, non. Vous allez pouvoir payer un pourboire aux mineurs. Et ce pourboire, en fait, fait que les mineurs, bien sûr, vont avoir une préférence par rapport à tel ou tel bloc. Et c'est à ce niveau-là que les mineurs, en fait, en plus des blocs qui vont miner, en plus des récompenses des Ethereum qui vont miner, en fait, vont recevoir de l'argent grâce à ça. Et dans ce pourboire, en fait, il y a une partie d'Ethereum, à savoir que maintenant, imaginons que vous payez, vous dites ok, moi je suis d'accord pour mettre 5 $ de pourboire pour que ma transaction pour le mineur. Alors je ne sais pas si ça affecte du coup, il faudrait que je regarde. Voilà, c'est bien. C'est bien parce que du coup, en expliquant, ben, ça me permet aussi de me rendre compte que j'ai des faiblesses dans ma compréhension du truc. C'est que je ne sais pas si le pourboire, si plus le pourboire est gros, en fait, plus ça influe aussi sur la vitesse de transaction. Mais vu que normalement c'est compris dans le prix de base, je me demande à quoi sert justement ce pourboire. Et là, il faudra que je check. Je vous dirai ça dans la vidéo de la prochaine fois si jamais ça vous intéresse, et n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires aussi. Mais du coup, dans le pourboire qu'on verse aux mineurs, il faut savoir qu'il y a une partie qui est brûlée également. Donc ça fait quoi? Ça fait plusieurs choses. Ça fait déjà que vu que les mineurs recevront moins de frais de transaction, parce qu'il faut savoir que les mineurs sont payés par... déjà, il y a les mines d'Ethereum, les blocs d'Ethereum qui minent, qui leur servent qui servent d'argent, mais en plus, ils reçoivent les frais. Mais en dehors de ça, eh ben, avec le type, eh ben, à mon avis, le type, oui, doit influencer sur la vitesse de transaction, sinon je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui payent justement ce pourboire, ce type. Et la moitié en fait de ce type eh ben, est brûlé, c'est-à-dire que le nombre de coins d'Ethereum en circulation en fait diminue, entre guillemets. C'est-à-dire que théoriquement, si les frais de transaction sont moins élevés que le type, en fait, au bout d'un moment, eh ben oui, Ethereum devrait finir par être déflationniste, à savoir que contrairement à Bitcoin, alors en ce moment, le nombre d'Ethereum, vu qu'il n'y a pas de supply maximum, ne cesse d'augmenter tous les jours. Et il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre d'Ethereum qui sont minés tous les jours. Hein. En ce moment, vu la valeur, je crois que ça doit monter à 25 millions d'Ethereum qui sont minés tous les jours. À 25 millions de dollars de valeur d'Ethereum, je ne sais pas combien ça fait, mais bon, il y a 5 Ethers qui sont minés toutes les 12 secondes, ça fait quand même pas mal. Et donc à partir de ce moment-là, la question que je me pose, c'est une fois qu'on stoppe, qu'on arrête d'être en proof of work, mais qu'on arrive en proof of stake, ça va être quoi le reward des mineurs? Et à ce niveau-là, j'ai un gros questionnement, mais je ne sais pas encore comment ça se passait, et je n'ai pas encore trouvé de réponse parce que les gens n'en parlent pas encore, vu qu'on n'est pas encore arrivé dans ce modèle. Bref, ce dont les gens parlent, c'est surtout que les mineurs vont être moins payés, et bon,
mais que malgré ça, EIP 1559 va quand même résoudre un problème par rapport aux frais de transaction. Donc ça, c'est une bonne chose. Bon, ça ne résout pas encore tous les problèmes de scalabilité, mais ça fera éventuellement l'objet d'une autre vidéo dans laquelle je voudrais parler. Il y a une vidéo, il y a une interview que j'ai écoutée d'un gars qui s'appelle Eric Wall, qui est vraiment, vraiment passionnante, et il parle de la manière en fait dont les choses peuvent évoluer sur Ethereum et sur Bitcoin, et vraiment, vraiment très, très intéressant. Je vous ferai un résumé pour la prochaine vidéo, parce que selon lui, alors je vous fais déjà un petit spoil en avance, selon lui en fait, se dire que Bitcoin pourrait arriver à 10 trillions de market cap, pour lui, c'est une petite target. Il y a tout, il a tout un raisonnement derrière qui tient en fait totalement la route. Et il faut savoir que c'est pas non plus un bulltard dans le sens où il est en mode ouais, Ethereum va... Enfin, si, il l'est un peu, mais il fait partie des gars il fait partie des premières personnes qui ont critiqué le modèle de stock to flow que je vous avais montré dans la vidéo sur le super cycle de Bitcoin. Il fait partie des gars qui, très tôt, en fait, déjà en 2017, ont critiqué le Tangle de IOTA en disant que c'était pas du tout décentralisé. Il fait partie des gars qui a totalement chié sur NIO en 2017-2018 en disant qu'en fait, il y avait rien derrière. Donc c'est pas n'importe qui. Il sait de quoi il parle. Il parle en ayant fait des recherches et en comprenant en fait également de quoi il en est, de quoi il en retourne au final. Donc par rapport à EIP 1559, pour revenir à ça, si je devais faire un petit résumé, en gros ça veut dire quoi? C'est simplement qu'il y a une nouvelle structure de frais qui va être mise en route sur Ethereum, probablement à partir de juillet, donc lorsqu'il y aura le hard fork de... Je sais plus je crois que c'est de Berlin, je suis plus sûr, mais en gros le hard fork qui prendra place en juillet. Et que du coup en fait ça aura une structure de frais qui seront plus claires, et aussi que les mineurs seront moins payés. Et la question, ça va être à quel point est-ce que ça pourrait éventuellement jouer sur le prix d'Ethereum, parce que normalement, à partir de ce moment-là, Ethereum deviendrait possiblement, c'est pas forcément le cas, hein, dans la pratique ça ne le sera pas forcément, possiblement déflationniste, et du coup, vu qu'il y aura normalement moins de tokens en circulation, la valeur d'Ethereum pourrait monter, mais ce n'est pas forcément le cas. Il faut se rappeler qu'il y a un ensemble d'altcoins qui ont un market cap qui est déjà prédit à l'avance. Il y a le cas de Bitcoin où on sait qu'il n'y aura jamais que 21 millions de Bitcoin, voire moins, vu qu'il y en a un ensemble qui sont perdus à jamais sur les wallets de Satoshi, etc. Ça aussi, je vais en parler, je pense, dans une vidéo, c'est qu'est-ce qui se passe si Satoshi revient et pourquoi en fait il ne faut pas qu'il revienne. Et en fait, il faut savoir que par exemple, si on prend le cas de Litecoin, Litecoin, il n'y aura jamais que 84 millions de tokens, et c'est pas pour ça que ça en fait quelque chose forcément qui va aller sur la Lune. Donc l'argument déflationniste, l'argument de voilà, il n'y aura jamais autant de tokens, ça ne peut faire que monter, il faut se rappeler qu'il y a une donnée supplémentaire par rapport à ça, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que s'il y a une offre qui dit que voilà, il n'y aura jamais que 80 millions de tokens, c'est pas pour autant que le prix va aller sur la Lune, parce qu'il faut également qu'il y ait la demande qui va derrière. Pour le moment, la demande de Litecoin, elle n'est pas géniale. Et pourtant, Litecoin aussi, ça reste un des projets que personnellement j'aime beaucoup et sur lesquels, bon, à long terme, je reste bullish. Ça aussi, ça fera éventuellement l'objet d'une autre vidéo. Mais donc voilà, ça c'est tout ce qu'il faut retenir, c'est EIP 1559, c'est une mise à jour qui fait qu'on va changer la structure des frais de paiement, des frais de transaction sur Ethereum. Les mineurs vont être moins payés, il y aura un brûlage d'Ethereum normalement à chaque transaction, et potentiellement, du coup, vu que la mise en circulation va diminuer, Ethereum va, entre guillemets, possiblement devenir déflationniste, et peut-être que ça aura un impact positif sur les prix, mais tout ça, ça reste à voir. Il faut voir aussi comment est-ce que la nouvelle va être accueillie. Enfin, de toute façon, les mineurs n'ont pas grand-chose à dire là-dedans, mais il faut voir comment est-ce que ça va évoluer
une fois que sera mise en place. Mais normalement, ça ne devrait pas avoir un trop grand impact sur la manière, enfin sur Ethereum. Enfin, ça ne peut avoir que normalement un impact positif à long terme. Donc voilà, surtout une fois que l'implantation Ethereum 2.0, Proof of Stake, tout ça sera implémenté. Mais donc voilà, ceci étant dit, on va parler de... J'ai parlé pendant 15 minutes, ouais, on va parler de Bitcoin, on va faire de l'analyse. Alors commençons, on est de retour sur la plateforme de PrimeXBT, il faudrait que je fasse une vidéo sur la plateforme parce qu'il y a une mise à jour et du coup Prime maintenant accepte également Ethereum, et USDT et USDC. Alors je pense que c'est limité aux jetons ERC20 de toute façon, ce qui est de mieux vu qu'en termes de frais de transaction aussi c'est moins élevé, il me semble, à vérifier. Mais donc oui, maintenant Prime accepte, en plus du BTC, accepte Ethereum, accepte USDC et USDT. Donc c'est une bonne chose et ça vous permet également de trader ça directement en fonction. Après personnellement je préfère garder un collatéral en Bitcoin plutôt que de holder du TED, enfin un stablecoin. Mais pour ceux qui arrivent sur le marché actuellement, bah, ça fait sens éventuellement de dire ok, je trouve que acheter du BTC maintenant c'est trop cher. Je préfère éventuellement attendre qu'on revienne chercher plus bas pour prendre position. Donc ça c'est une bonne nouvelle, je vous ferai une vidéo update de la plateforme parce que ils me l'ont demandé et on va commencer l'analyse parce que voilà. Au passage c'est notre sponsor, le lien est dans la description et puis je vous mets un petit code bonus aussi. Donc la première personne qui utilisera le code bonus, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires que vous l'avez utilisé et puis donc le code bonus des 0.05 BTC. Hein. Donc, ce qui fait un peu plus de $250, presque $300. Utilisez ça avec parcimonie et ne faites pas les fous non plus. En dehors de ça, le code LCG vous donne égal 50% sur vos dépôts, mais n'utilisez pas un autre code. Celui ou celle qui utilise le code de 0.05 BTC, s'il vous plaît, n'utilisez pas un autre code après, sinon ça va annuler votre bonus. Donc, utilisez juste un seul code à la fois, parce que sinon ça annule les autres bonus après. Et ce serait bête de perdre cet argent gratuit. Donc voilà. Bitcoin en hebdo, toujours rien à dire. Hein. On est en début de semaine. Les prix ont très peu bougé depuis le début de cette journée. Donc on va voir comment est-ce qu'on va évoluer. Ceci dit, une fois qu'on regarde en 3 jours, et là je suis sur la plateforme d'un concurrent de Prime que je ne vais pas citer, mais à mon avis que vous avez tous reconnu vu le thème de couleur. J'ai pas besoin en fait de voir les IME, mais bref, c'est pas important. J'avais posté ça sur Twitter au passage, si vous voulez me suivre sur Twitter, n'hésitez pas, même si je poste pas beaucoup pour le moment, mais je vais essayer de le faire. C'est que sur le chart en 3 jours, il faut savoir que oui, je regarde parfois le chart en 3 jours, de même que je regarde parfois le chart en 6 heures ou en 3 heures, parce que ce sont des échelles de temps qui sont, on va dire, différentes. Surtout le 3 heures ou le 3 jours, enfin dans le sens où généralement on regarde 4 heures, 12 heures et en journée. Et là, le fait d'être en 3 jours, ça donne une chose différente. Et là, ce qu'il faut savoir, et c'est ce que j'ai posté sur Twitter, c'est cette divergence qui est potentiellement en train de se former en 3 jours. Et vu qu'on est en 3 jours, bah oui, ça prend 3 jours à se former. Et là, je pense qu'on est potentiellement en train de le faire. Et si ça se passe, on pourrait éventuellement s'attendre à un drop qui pourrait nous emmener à nouveau vers les 48 000, quoi. Possiblement. Ouais. Voire carrément chercher 45, quoi. Donc ça me met dans un état un peu de caution, enfin de caution, d'un peu d'alerte, dans le sens où je me dis, bah, prendre des longs là-dessus, ça me paraît un peu compliqué. Sinon, d'un point de vue purement chartiste, en 3 heures, on dirait un peu un double top quand même. Enfin, c'est carrément un double top qui est en train éventuellement de se former. Donc ça, j'aime pas trop. Et alors pourquoi, certains se demandent peut-être pourquoi est-ce que j'ai sorti le chart de Binance, hein. Je vais le citer, hein, vu qu'on n'en est pas là, mais c'est tout simplement parce que sur TradingView ou sur Prime, ben, en fait on n'a pas le 3 jours, et à un moment je me suis dit, est-ce que j'achèterais pas un premium pour avoir justement le 3 jours et pas m'embêter, mais vu que bon, voilà, le 3 jours justement on le regarde une fois tous les 3 jours, je me suis dit ce serait bête de payer 20 balles pour juste avoir ça.
comme option en plus. D'autant plus que tout ce qui est indicateur sur le côté ne m'intéresse pas forcément, vu que je suis vraiment un trader qui se focalise uniquement sur les prix et pas sur autre chose. Je me suis dit que ça valait vraiment pas la peine. Donc à voir comment est-ce que ça va évoluer. Hein. Ça c'est potentiellement quelque chose qui va se former, mais vu qu'on est en 3 jours, comme j'ai dit, il reste encore 2 jours et demi avant la clôture de cette chandelle. Donc à voir comment est-ce que ça va se passer. Si on clôture dans le rouge, je dirais que voilà, on est potentiellement plus loin. Regardons vite fait le daily. Daily, on a ce range, j'en avais déjà parlé, enfin ça fait déjà longtemps que j'en parle. On est potentiellement en train de revenir dans le range, et ça c'est pas positif. Parce que pour moi, retour dans le range, ça veut dire quoi? Ça veut dire première target aux alentours du milieu qui se situe aux alentours des 51-52 000. Donc ça c'est vraiment possible en daily. À voir comment, si on clôture dans le rouge, j'aurais tendance à me dire que oui. Et il faut savoir que le seul support intermédiaire, c'est un support en intraday qu'on a, et on va venir le voir tout de suite. C'est ce support-ci. Voilà. Je vais le mettre en... Ouais, le bleu se voit pas beaucoup. Je vais le mettre en jaune, et ça c'est le seul support qu'on a. On peut voir que ça nous avait déjà servi à l'époque. Hop, 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 je rallonge un peu mes niveaux, comme ça. Parce que c'est des niveaux que j'ai tracés il y a déjà un certain temps, qui sont toujours valables. Et là, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on perd ce support, on peut voir qu'on a déjà fait un fake out ici. Une fois qu'on perd ce support, pour moi, la target juste après, c'est là. Mais vu que là, on a déjà des prix qui sont de retour dans le range, honnêtement, vous pouvez déjà... vous pouvez limite déjà shorter. Hein. On a déjà fait un retest, et l'idée, c'est de faire un truc comme ça. Alors là, le reward ratio est pas génial. Et si on a la chance... Ouais, non. Moi, je dirais... Éventuellement, si on a la chance... je sais pas. En 4 heures, la manière dont ça se présente, c'est quand même que ça, c'était notre sommet, qu'on est venu taper, on a fait un stop run, et l'idée, ça aurait été en fait de prendre une position ici déjà. Avec un stop ici, parce que normalement, on n'est pas censé revenir là. Si on revient ici, ça peut être aussi, ça pourrait être une superbe entrée par contre, je trouve. Après, ce serait pas forcément, ça annulerait peut-être l'entrée ici, justement. Ouais, non, c'est pas un truc que je ferais finalement. Mais en fait, l'entrée, elle se situe là. Pour faire 3R. Avec une première prise de profit sur la ligne jaune. Donc on va voir comment est-ce que ça se passe. Moi je suis déjà en short, j'en ai pas parlé parce que j'étais pas sûr. Il faut savoir que je suis en position depuis... Moi, je vais vous le montrer juste après. Moi, je vais vous le montrer maintenant. Quand j'ai terminé l'analyse en intraday. Le seul moyen où justement je commencerai à me dire ok, je suis bon pour prendre un long, c'est si on a un énorme retournement et qu'on a une acceptation des prix ici au-dessus. Et là, je prendrais éventuellement un long, mais je prendrais des profits aussi très rapidement. Ça, c'est également possible. Hein. Et ça, ce serait un long. À partir de ce moment-là, on pourrait se dire, peut-être qu'on peut chercher ce genre de target. Et ça, c'est aussi, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est se dire que voilà, on a toujours éventuellement une oblique. Et ça nous mettrait en fonction d'où l'on va, peut-être 64 000 sur BTC. Mais en attendant, vu qu'on est de retour dans le range en intraday, qu'on a eu un rejet des prix ici, j'aurais tendance à dire que oui, on va vraiment aller chercher plus bas, quoi. Et tant qu'on tient, je dirais, les 51 000, je me fais pas trop de soucis, mais j'aime pas trop en fait la gueule du chart en 3 jours. Donc à voir. Je pense pas forcément que ça vienne de se passer. J'aurais tendance à dire davantage qu'on va faire un truc comme ça. Peut-être qu'on va remonter par après. Peut-être qu'on va même pas venir chercher aussi bas. Hein. On va peut-être venir chercher la liquidité ici. On peut voir qu'il doit y avoir à mon avis un ensemble de stop ici. Donc venir chercher, faire un stop run, puis remonter. Et ça, ce serait éventuellement un scénario vraiment bullish aussi. Donc en dehors de ça, ce à quoi vous pouvez faire attention, c'est
Si vous voyez qu'on commence à venir descendre, qu'on a un stop run, donc que ce soit de ça, ça, ça ici, et qu'on remonte très rapidement ici, qu'on revient à nouveau se trader au-dessus de ce support, on peut vous dire qu'en fait ça c'était le low. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez prendre un long aussi. Récupérer le niveau. Alors, dans tous les cas, toujours récupérer le niveau. Et là, j'aurais tendance à dire que dans un premier temps, il y a cette cible ici, hein, parce qu'il y a, comme j'ai dit, enfin, il doit y avoir pas mal de liquidité ici avec les stops ici. Et si on trouve du support au-dessus de cette ancienne consolidation ici, eh ben, on pourrait venir justement chercher ces 64 000, peut-être plus haut. Donc voilà, ça c'est mon analyse sur Bitcoin. Vous avez donc éventuellement un setup, vous avez deux setup long, et le setup short en fait il est au niveau actuel. Et pour expliquer aussi ce que j'ai fait, c'est que on avait cette consolidation. Alors en week-end, ma copine n'était pas au courant. Elle trouve que je charte trop, ce que je peux concevoir. On est parti en week-end et je n'étais pas censé regarder mon téléphone et j'avais pas pris mon ordinateur bien sûr, mais j'ai charté du coup sur téléphone, ce qui est quelque chose que j'encourage pas en aucun cas, mais ce qui me fait dire que j'ai aussi un problème. Et en fait j'ai shorté ça ici et je suis toujours en position. Par contre la seule chose qui a changé, non j'ai même pris ça là-dessus. Ouais, on va regarder directement, on est entre nous. Ça fait longtemps que je n'ai pas montré ce compte de trading, mais il faut savoir que j'ai fait des gains qui sont assez conséquents, dans le sens où j'ai encore augmenté de plus de 10% ce compte de trading, donc je suis assez content. Alors là ça se voit pas, mais je vais pas vous montrer je vais pas vous montrer les preuves non plus. Mais ouais, donc ce qui m'a fait prendre une position, c'est vraiment, on a eu la chute ici, vraiment sur le petit retest là, le stop là, et mon stop en fait, là il est un peu haut pour le moment, mais je le redescendrai, enfin je vais le redescendre là maintenant. Et donc, voilà, on n'est pas censé revenir ça, on va rechercher ça. Et du coup voilà, ça c'est... le stop se situe là éventuellement. Vous savez si je vais me faire sortir ou pas. Mais donc voilà, ça c'est tout pour l'analyse de Bitcoin. Et en dehors de ça, en intraday, bon, comme j'ai dit, hein, si on regarde, je vous remonte vite fait, là, je vous remets en contexte les prix où on est actuellement. Donc on a ce sommet là, on a la cassure, on a des prix qui sont en train de faire du chop, je trouve ça immonde. On a éventuellement ce range hein, avec support, 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 résistance, 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 et là on est entre deux niveaux. Donc si on trouve du support ici et qu'on revient au-dessus, peut-être en fait qu'on va remonter. Mais ouais, c'est ça, c'est le problème en fait, c'est que ce chop ici, par rapport au chart que je vous ai montré, par rapport à ces niveaux-là, en fait, ça reste du chop. Donc c'est vraiment, vraiment compliqué de dire ce qui va se passer. Et je ne mettrai pas ma main à couper sur quoi que ce soit. Mais ce qui me semble logique, c'est de se dire, ok, si on perd ça, on va venir aller chercher ce niveau ici. Parce que là, on pourrait dire, ok, on a un bounce, un deuxième bounce qui est faible, et l'idée, c'est de se dire que voilà, on vient de taper dedans, peut-être qu'on va encore taper une troisième fois dedans, mais qu'à terme, on va finir par perdre ce support. Donc voilà, ça c'était pour Bitcoin, ça fait déjà une demi-heure la vidéo, je ne vais pas faire trop long sur Ethereum contre Bitcoin, on attend toujours ça, hein, il ne s'est toujours rien passé, donc à voir, mais potentiellement quelque chose qui pourrait se passer. Ethereum contre USD, c'est totalement dépendant de ce qui va se passer sur Ethereum contre BTC, enfin sur BTC. Hein. Là, on peut vraiment voir que ça fait des jours. Honnêtement, si on regarde depuis maintenant une semaine, vraiment une semaine, Ethereum fait rien du tout. Hein. C'est vraiment pas le truc à trader. Si on regarde là, ça fait 7 jours qu'on est dans petit, 5-4% de volatilité. C'est
C'est la mort des traders, ça. Ceux qui traitent ça avec succès, vraiment félicitations. Litecoin, voilà, j'ai l'impression que ce truc est en train de mourir, il ne se passe toujours rien là-dessus. J'ai l'impression qu'on va arriver, et il faut savoir que je suis déjà en position là-dessus, parce que comme j'ai dit, d'un point de vue long terme, je reste bullish là-dessus. J'ai l'impression qu'on va avoir vraiment un mouvement fuck up, et je vous avais parlé déjà du plus bas historique ici, et qu'en fait c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à remonter. Je sais pas, peut-être, mais j'ai des ordres ici en dessous, donc si je me fais acheter, je me fais acheter, et de toute façon, voilà, on va voir si c'est de l'argent gâché ou pas. UTK fait pas grand chose pour le moment. Depuis la semaine passée, on est en train de faire une consolidation et à voir si on va pousser vers le haut ou si justement on n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Donc pour le moment, je suis assez neutre là-dessus, dans le sens, voilà, c'est une consolidation aussi qui suit en fait un peu la même idée que tant que Bitcoin n'a pas fait un mouvement à la hausse, à la baisse, UTK va pas bouger non plus énormément. J'ai parlé de ça la semaine passée, donc sur Cardano. J'avais dit que j'avais pas pris le trade parce que j'avais pas envie, tout simplement. Et Cardano fait pas grand chose non plus, dans le sens où on a par contre eu beaucoup plus de volatilité si on regarde ces derniers jours. Enfin beaucoup plus. On était ici lorsque j'avais fait la vidéo. C'est vrai que là la volatilité est en train de mourir aussi un peu, donc fouf. Mais ce qu'il y a eu, c'est qu'on a eu ça, hop, et ça fait un mouvement quand même à 10% presque, en fonction de là où est-ce qu'on est descendu. Et ouais, là il se passe pas grand chose. Donc ça c'est pas. Si j'avais pris le trade là, je serais sorti déjà. Dans le sens où. Enfin déjà ça, je sais pas si j'aurais eu mon 1R. J'aurais même pas eu un R, donc j'aurais pas pu prendre de profit. Mais je serais sorti en voyant un retour ici. Et j'aurais voulu sortir à break-even quelque part là, probablement. Donc pour moi, ce trade, ça reste pas c'est plus une bonne idée, quoi. Je sais pas ce qui va se passer là-dessus non plus, et je crois que ça va totalement dépendre de la manière dont Bitcoin va jouer son truc. Et on va regarder vite fait Aion, puis je vais me calmer un peu. J'imagine que la personne qui m'a demandé de regarder Aion veut que je regarde ça contre l'USD. Waouh! Non, mais là c'est pareil, enfin j'arrête pas d'en parler à chaque fois, mais bon, quand t'as vu ça, on a fait un mouvement de hausse, une correction, un deuxième mouvement de hausse, ça reste très positif, il n'y a rien à dire là-dessus, mais bon, on prend toujours des profits. Là, on a eu la première contraction des prix. Breakout, retest, on continue à monter. Là, éventuellement, encore en train de faire un bull flag. Donc, qui sait, si on a un bull flag qui vient se confirmer. Ah oui, c'est joli. Je sais pas, on pourrait venir aller chercher les 40 centimes. Allez, on va prendre ça comme ça et prendre une petite target qui est plus sensible et dire peut-être les 35 centimes. Ouais, tout à fait possible, si on a un breakout. Première target, c'est sommet ici. Une fois qu'on casse le sommet, c'est dire que voilà, on peut aller chercher les 35 centimes. Pour moi, ça ne me paraît pas non plus impossible. Aion, très positif du coup. Super choix. Bravo à toi si tu es sur ce trade. Je voulais parler de Ave parce que la volatilité aussi est un peu en train de mourir, donc on a aussi une grosse contraction des prix. Et qu'à mon avis, une fois qu'on a le mouvement qui se décide, ça va être sympa. Donc si c'est à la hausse, je prendrai position. Si c'est à la baisse, je touche pas à ce truc-là. Pour la simple et bonne raison que j'ai aucune envie de shorter des alts. Et je voulais parler aussi de DOT. Parce qu'on a quand même quelque chose aussi. Ça, c'est une très très belle contraction. On a un mouvement de hausse préalable, donc on se dit que voilà, l'idée c'est de continuer la hausse. On a une stabilisation des prix avec une contraction des prix qui est en train de se mettre en route, qui est vraiment sympa. On va peut-être le mettre comme ça. Ouais, on va le mettre comme ça, en fait, ça fait beaucoup plus sens.
donc on a une contraction des prix qui se met en route. Si on a des volumes et qu'on a un breakout, je prends position là-dessus. Mais il faudrait que je vois quoi du coup? Il faudrait que je vois les volumes, pardon. Il faudrait voir le breakout aussi. Donc en fonction, peut-être prendre position sur un test, mais vraiment d'autres, j'aime beaucoup ce qui se passe. Et puis on parlait vite fait de Quantum, qui est mon trade un peu raté. Enfin, pas encore vraiment raté. Quoique, je pourrais sortir un break-even si je veux en fait là. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Mais j'avais pris... Non, je suis en profit en fait. J'avais pris position là-dessus. J'avais pris même un peu en dessous. Il faudrait que je check mon entrée. Mais non, je crois que j'étais à 6,70, un truc comme ça. J'ai dû prendre une position là. Et donc on allait monter. On est venu sous mon point d'entrée. Et du coup là je suis même en profit en fait, je pense. Je suis en profit. Ok. Bonne nouvelle. J'aime bien ce genre de choses, ce genre d'update que je fais avec vous. Du coup Quantum ça va. Et j'en avais parlé suite à c'était tête épaule inversée en disant que c'était une épaule tête épaule inversée mais de continuation. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je sais que j'ai pas mal parlé par rapport à EIP 1559. J'espère que le contenu vous aura plu. Si le contenu vous aura plu, que vous avez écouté jusqu'ici, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, c'est très important pour moi parce que question d'interaction, tout ça. Prime, c'est toujours notre sponsor, donc n'hésitez pas à utiliser le lien qu'il y a dans la description. Utilisez le code LCG, ça vous donne 50% sur vos dépôts, et le code unique qui sera disponible pour une des personnes. Et la personne qui est ici, s'il te plaît, dis-moi ça dans les commentaires. Et aussi, n'utilise pas d'autres codes supplémentaires parce que sinon ça va annuler 0.05 BTC. Voilà, c'est tout pour la vidéo de ce lundi. C'était le cryptographe en vous souhaitant une excellente semaine. On se voit vendredi. C'était tout pour aujourd'hui. Tchuss.